Je pense que l'étude du virus de Borna chez l'homme peut nous aider à comprendre le fonctionnement physiologique du cerveau et de découvrir comment un virus peut altérer nos sentiments. Comment l'activité d'un virus peut rendre triste et dépressif. Regardons les muqueuses, aucune inflammation. Le regard, triste et apathique, comme celui d'un homme atteint de dépression. Parfois, il a la tête penchée en avant et est obligé de s'appuyer. Regardez-la, sa robe ne brille même plus. Elle n'est plus lisse comme chez un animal sain. Tous ces symptômes montrent que ce cheval est probablement atteint du virus de Borna. Au tout début du 19e siècle, 2000 chevaux du régiment de cavalerie de la ville allemande de Borna meurent de dépression en quelques mois. Face à l'hécatombe, les services vétérinaires militaires tentent de comprendre. Mais ce ne sera qu'en 1920, soit un siècle plus tard, que les scientifiques allemands soupçonnent l'existence d'un virus qu'ils baptisent immédiatement virus de Borna. 1993, le docteur Hans Ludwig, professeur de l'Université libre de Berlin, est le premier à isoler le fameux virus. Plus inquiétant, son travail de vétérinaire l'amène à découvrir le virus de Borna chez le chat. Les chats malades ont le regard fixe, ils voient mal, ils arrivent encore à sortir leurs griffes, mais plus à les rentrer. C'est en Suède qu'on a observé la maladie du chat pour la première fois. À cause de la drôle de démarche qu'elle provoque, on l'a appelée le tournis du chat, sans savoir qu'elle était causée par le virus de Borna. C'est ce qui a été démontré depuis. Depuis 1994, le docteur Ludwig et son équipe cherchent à comprendre le comportement du virus. Ils ont découvert qu'il s'attaque principalement au cerveau, dit archaïque, provoquant des dépressions non seulement chez les chevaux et les chats, mais aussi chez les rats, lapins, poulets, macaques et chez l'homme. C'est un virus de type classique. Sa principale caractéristique, il faut la chercher du côté de l'évolution. Il s'agit d'un virus de type très ancien. Depuis 2-3 ans, grâce aux recherches de Madame Bode, nous savons qu'il peut aussi contaminer l'homme. La maladie est-elle contagieuse? Je ne peux pas répondre de manière tranchée à cette question. Nous savons que la maladie se propage au sein d'une même espèce, de l'homme à l'homme, de la mère à l'enfant, de la chatte à son fœtus. Quant à savoir si le cheval peut contaminer l'homme, nous n'en avons pas la preuve. Je pense que l'étude du virus de Borna chez l'homme peut nous aider à comprendre le fonctionnement physiologique du cerveau et de découvrir comment un virus peut altérer nos sentiments. Comment l'activité d'un virus peut rendre triste et dépressif. Le sang contaminé que l'équipe du docteur Ludwig recueille sur les chevaux est analysé à l'Institut Robert Koch de Berlin, dirigé par le docteur Liv Bode, spécialiste du virus chez l'homme. Ces chercheurs se sont rencontrés par hasard il y a 5 ans. Liv Bode dirigeait des laboratoires dont le docteur Ludwig avait besoin pour poursuivre ses recherches. C'est grâce à la mise en commun de leur travail qu'ils découvrent les traces du virus de Borna dans le sang humain. D'abord dans le sang de 4 malades souffrant de psychose maniaco-dépressive, puis dans les échantillons de sang prélevés sur un groupe de 40 malades de l'hôpital psychiatrique de Hanovre. Aujourd'hui, ils se lancent dans la recherche d'un remède. Les deux virus se ressemblent vraiment. Nous analysons le sang humain et le sang des chevaux en utilisant la même méthode. Et nous découvrons la même chose. Or, nous nous sommes rendus compte qu'on ne trouve les traces du virus dans les sangs des malades
que lorsqu'ils sont en crise de dépression. La crise cesse, les antigènes disparaissent, plus de traces. Cette maladie peut toucher entre 1 et 5% de la population, soit en Allemagne 4 millions de personnes. Au niveau mondial, ce sont 200 millions de personnes qui risquent un jour de contracter la maladie. Et ce, à vie. Peut-on soigner cette maladie? A-t-on les moyens de combattre ce virus chez l'homme? Oui, depuis peu. Nous venons de découvrir une possibilité, mais elle doit être vérifiée par des études cliniques plus poussées. C'est un point de départ. Sur quelques cas, nous avons constaté que l'utilisation d'un médicament que l'on trouve dans le commerce pour soigner la maladie de Parkinson freine l'évolution du virus. C'est un espoir. Après la vache folle, le cheval déprimé peut-il contaminer l'homme? Aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer. Mais une chose est sûre, chez l'homme comme chez le cheval, le virus de Borna n'est sûrement pas la seule cause de la dépression. L'air comprimé au lieu du gasoil ou de l'essence. Guy Nègre, au volant de sa voiture roulant à l'air comprimé, le voici. Cet AX équipé du tout premier moteur à air comprimé peut atteindre les 60 km à l'heure. Ce matin, comme tous les jours, dimanche inclus, c'est l'arrivée aux ateliers. Ils sont situés dans une usine désaffectée des faubourgs de Brignoles. Là, il bichonne et peaufine son moteur révolutionnaire. C'est Daniel qui met en route. Ça, c'est l'air comprimé qui arrive là. Arrive ici l'air atmosphérique. L'air atmosphérique est aspiré par le moteur, il est comprimé dans la chambre de combustion, il est mélangé à l'air comprimé additionnel et il se détend dans un cylindre qui est ici et il échappe par ce tuyau d'échappement. Comme on le filtre, l'air qui sort du moteur est plus propre que l'air qui rentre. On a dit quand on fait rouler une voiture en ville, on nettoie un petit peu. Son ancien patron, un des plus grands spécialistes français de la recherche de moteurs propres, n'y croit, mais alors pas du tout. Je ne vois pas, mais je n'ai pas les informations détaillées sur le moteur de M. Guy Nègre, je ne vois pas comment on pourrait utiliser de l'air comprimé pour propulser sur de longues distances, c'est-à-dire quelques kilomètres, un véhicule. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, la voiture de Guy Nègre roule. Les principes de physique disent que certaines substances ne permettent pas de stocker de façon efficace l'énergie ou de l'utiliser. Donc on ne peut pas contourner impunément les lois de la physique. C'est un moteur qui fonctionne sur la route avec un carburant conventionnel de type essence, diesel, gazole, gaz GPL, comme un moteur conventionnel suivant des cycles thermodynamiques classiques. Et lorsque nous arrivons en ville, nous n'injectons plus, là c'est un deuxième cycle de fonctionnement, nous n'injectons plus d'essence et il fonctionne à ce moment-là avec de l'air comprimé additionnel. C'est-à-dire donc sur la route c'est de l'air et de l'essence et en ville c'est de l'air et de l'air comprimé additionnel. Monsieur Douveau, là vous avez affiché les voitures de demain, de l'an 2000? Oui, en effet, la presse parle beaucoup des véhicules hybrides qui sont proposés à l'heure actuelle par Toyota et par Nissan. Je vois que vous n'avez pas affiché la voiture de Guy Nègre, là. Il n'y a pas de voiture de Guy Nègre que je sache. Guy Nègre a 56 ans et cela fait plus de 30 ans qu'il se bat pour ses moteurs. En 1974, il travaille sur un moteur d'avion, mais son employeur fait faillite. En 1981, il met au point pour l'Institut français du pétrole un nouveau moteur. Ça marche, mais c'est trop cher. Puis il se lance dans la Formule 1, mais en 93, nouvelle faillite. Là, il est ruiné, se retrouve même SDF, c'était il y a 5 ans. On était chez un ami qui nous avait prêté sa maison, au Pradé, à côté de Toulon, et dans un tout petit bureau, j'ai commencé à retravailler. Et quand on a... Enfin, c'est vrai aussi que lorsqu'on a des problèmes, on a une faculté créatrice qui est développée. On a plus envie, on a un besoin. On ne peut pas, comme disent certaines personnes, on ne peut pas créer dans l'opulence.
Alors Guinègre change de cap, il sent le vent tourner, passe au moteur écolo, décroche le gros lot, un contrat avec la ville de Mexico, une des villes les plus polluées au monde. Son nouveau défi, fabriquer le taxi de l'an 2000. En un an, son entreprise est passée de 2 à 15 employés. Le premier prototype doit être prêt fin novembre et le contrat en prévoit 10 000 d'ici 2 ans. Voilà, ça c'est la partie arrière du véhicule que nous avons voulu très rétro. Mais peut-être parce que c'est le recommencement d'une nouvelle aventure automobile, donc on repart à zéro. C'est donc un véhicule spécifiquement urbain qui est fait pour, qui fonctionne avec des réserves d'air qui sont dans le plancher, 300 litres d'air à 300 bars, 90 mètres cubes, sous la voiture, dans le plancher. Son taxi baptisé Top, ce qui veut dire taxi zéro pollution, pourra transporter 4 passagers et rouler à 110 km/h. Il ne consommera que de l'air comprimé et possédera une autonomie de 11 heures. Le plein se fera à la pompe à air en 4 minutes. Top sera vendu entre 80 et 100 000 francs, mais en attendant, comment fait-il pour financer la fabrication de ces prototypes ? On retrouve des actionnaires dans le monde entier, ce sont les amis des amis. Il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens en Bosnie, il y en a un en Bosnie, il y a des gens au Luxembourg, il y a en France, il y a des gens un peu de tous les milieux. Il y a des docteurs, il y a des dentistes, des financiers. Et là, pour vous en sortir, vous comptez sur quoi maintenant ? Bien, nous avons les premiers contrats qui ont été signés donc, avec les Mexicains. Nous attendons les premiers versements qui sont imminents, qui font suite à ces signatures. Et à ce moment-là, on va peut-être pouvoir passer un peu la vitesse au-dessus et pouvoir... pour aller plus vite, il faut faire de nouvelles créations d'emplois. Il faut augmenter un petit peu la structure de l'entreprise. Donc je pense qu'on pourra le faire rapidement. Non, il n'est pas faux, Guinée. C'est un ingénieur en mécanique, je crois, non ? Mais c'est un monsieur qui a trouvé quelque chose qui pouvait nous rendre service et qui va nous rendre service si c'est mis au point. Il ne se passe plus une semaine sans que Guinègre ne reçoive la visite d'une délégation étrangère. Ils viennent des États-Unis, d'Australie et même du Japon pour découvrir ses prototypes. Il n'est pas encore parvenu à intéresser les institutions et constructeurs français, mais en attendant, lui, au moins, ne pollue plus. Pompéi, une ville de 15 000 habitants figée pour l'éternité en l'an 79 de notre ère. L'éruption du Vésuve a enseveli sous les cendres les bâtiments romains et leurs habitants. Peu à peu, les archéologues dégagent les rues, les demeures, les fresques, mais aussi des objets de la vie quotidienne. Voilà du pain romain. Aujourd'hui, des scientifiques viennent épauler les archéologues. Loredana est chimiste. Sa nouvelle aventure, ressusciter les textiles de l'époque romaine. Cette fresque représente quelques étapes du travail de la laine. Ils sortaient des vases pour recueillir l'urine. Parce qu'ils utilisaient l'urine soit pour dégraisser la laine, soit pour fixer la couleur. Jusqu'à récemment, les restes de tissus antiques étaient négligés par les fouilles archéologiques qui les archivaient sans analyse complémentaire. Depuis 2 ans, les responsables des fouilles de Pompéi ont décidé de faire appel à des laboratoires de pointe. Spécialisée dans la chimie des plastiques, Loredana est devenue une passionnée d'archéologie. Ici, nous sommes dans la chambre à coucher de la maison de Giulio Polibio. Près de ce qui était la tête de lit, nous avons trouvé quelques fragments de tissu. Comme ça, à première vue, pouvez-vous dire de quel tissu il s'agit ? Non, au premier coup d'œil, tout ce que je peux dire, c'est que l'on reconnaît bien la trame d'une texture de vêtement. Il est clair qu'il s'agit d'un tissu très élaboré. Maintenant, ce petit morceau de tissu carbonisé va être transporté dans nos laboratoires où il sera étudié scientifiquement. Et nous, d'une certaine manière, nous le ferons revivre, parce qu'après l'étape de protection et de consolidation, les techniques dont nous disposons nous permettront de savoir précisément de quel tissu il s'agit. Nous saurons aussi quels étaient les procédés techniques de teinture des étoffes et des tissus utilisés à cette époque. Première étape de l'analyse, observation au microscope optique et classement. Cet échantillon est très abîmé. Cela se voit très clairement. Mais il y a une partie qui permet d'observer la trame.
Pour en savoir plus, on introduit maintenant un échantillon de tissu dans le microscope électronique qui permet un grossissement de 250 fois. Indépendamment de la curiosité, c'est un moment très émouvant. Parce que c'est là que l'on va enfin voir ce que nous avons vraiment entre les mains. Nous pourrons enfin savoir de quoi il s'agit. D'après toi, à quoi ça correspond? C'est une coupe verticale. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Et si on regardait la coupe de la fibre, on pourrait voir s'il s'agit effectivement d'une coupe elliptique. C'est donc une coupe caractéristique de la fibre de soie marine. La soie marine, c'est une fibre naturelle obtenue à partir de la sécrétion de ce mollusque bivalve, qui est le plus grand mollusque que l'on trouve en Méditerranée. Pour se fixer au fond marin, ce mollusque produit une sorte de filament qui se durcit au contact de l'eau. Et dans l'Antiquité, les Phéniciens savaient déjà que l'on pouvait travailler ce filament pour en tirer une magnifique fibre, très rare et très précieuse, dont on se servait pour tisser les vêtements des personnages importants, comme les prêtres, les rois. Quand les archéologues ont appelé les scientifiques à la rescousse, le professeur Martuccelli a été un des premiers à répondre. Son cheval de bataille, l'application des méthodes scientifiques à l'archéologie. Dire qu'un tissu est constitué d'une fibre de soie marine ou de genêt est une expérience irréfutable. Un archéologue peut faire, disons, des projections fondées sous toutes sortes de données. Des données historiques, mais aussi des données qui sont de l'ordre de la légende. Ici, au contraire, c'est le domaine de la science. Aussi pragmatiques qu'ils soient, les chercheurs du laboratoire du professeur Martuccelli ont tous été touchés par la légende et le mystère de Pompéi. Moi, je rêve d'avoir un jour une chemise en soie marine. Je veux dire que les Romains savaient vraiment apprécier la vie. Offrir une robe en soie marine à une femme, c'est le cadeau le plus cher et vraiment le plus raffiné que l'on puisse faire. Donc notre travail consiste d'un côté à collaborer avec les archéologues de Pompéi et de l'autre, je dirais que nous collaborons avec l'industrie postmoderne du futur, avec l'entreprise Fiat par exemple ou avec des industries travaillant sur des matériaux composites sophistiqués. Ce morceau de tube est obtenu en remplaçant la fibre de verre, qui est lourde et coûteuse, par des fibres qui sont extraites de cette plante-là, le genêt, que les Romains savaient déjà utiliser dans le travail du textile. Cette recherche poursuit deux objectifs. D'un côté, nous cherchons à reconstituer la vie quotidienne à Pompéi, pas seulement à travers les tissus, mais aussi en observant par exemple les fresques dont les couleurs ont effectivement résisté au temps. Tout le monde sait que l'industrie des colorants chimiques est une cause importante de pollution. Le but de notre recherche est donc aussi de réduire l'utilisation de ces colorants synthétiques au profit des colorants naturels, comme ceux des Romains. C'est possible et Pompéi nous le prouve. Les problèmes d'aujourd'hui ont peut-être des solutions enfouies ici depuis 2000 ans. Les chercheurs qui nous ramènent ces secrets sont des aventuriers de la science qui ont en mémoire 20 siècles d'histoire. Ce mannequin qui sert de punching ball s'appelle Deraman. Il s'agit en fait du prototype le plus sophistiqué du monde pour l'analyse des ondes de choc sur le cerveau humain. Son créateur, c'est Sandy Bell, véritable passionnariat de l'équation mathématique et des problèmes de physique. Sandy Bell travaille à DERA, l'agence pour la prospective et la recherche en matière de défense. Son principal client, c'est le ministère britannique de la Défense. Situé à une centaine de kilomètres de Londres, c'est dans ce centre que l'on cache les secrets les mieux gardés de Grande-Bretagne. La sécurité est une préoccupation de tous les jours pour l'ensemble du personnel.
Notre travail est classé top secret. C'est pourquoi chaque scientifique a son trousseau de clés et doit s'assurer que ses documents sont en sécurité. Personne ne peut pirater notre système informatique, car il s'agit d'un réseau interne à l'agence. Mon dernier projet a un lien direct avec le travail que nous avons effectué sur la protection qu'offrent certains matériaux. Nous nous intéressons notamment aux chocs subis par le corps humain. Dans cette valise, j'ai un bonhomme qui s'appelle Deraman. C'est une sorte de robot cobaye sur lequel nous pouvons tenter sans problème toute une série d'expériences. La peau du mannequin est faite de plastique. Le crâne est dur, avec comme un cerveau à l'intérieur. Et ça, ce sont des détecteurs de pression. Nous allons le descendre au laboratoire pour une expérience. Les plus grands cerveaux de Grande-Bretagne font des recherches à DERA. Parmi les domaines de prédilection, l'aérospatial, les matériaux qui rendent les sous-marins invisibles au sonar, mais aussi les réactions du corps humain en situation extrême. Deraman peut en effet réagir comme un homme en état de choc. Pour cela, nous avons réalisé un mannequin fabriqué avec des matériaux dont les propriétés sont très proches de celles de la peau et des os d'un homme. Autrement dit, si je le frappe, il aura les mêmes réactions physiques que celles d'un homme. C'est donc une avancée considérable. Deraman est intéressant car il nous permet d'analyser les ondes de choc qui se propagent à l'intérieur du crâne quand on le frappe. Ces ondes vont alors rebondir dans la boîte crânienne et provoquer des lésions. À l'intérieur du crâne, nous avons donc incrusté de nouveaux types de capteurs de pression. En tout, il y en a 93. Ça, c'est quand on l'a frappé la première fois. Vous voyez toutes ces couleurs qui clignotent. Les carrés rouges indiquent les plus forts points de pression et les noirs les plus faibles. On peut voir l'onde de choc qui rebondit d'avant en arrière à travers le cerveau. Sur un seul coup, l'onde de choc rebondit 137 fois à l'intérieur du crâne. Il y a plusieurs applications militaires de cette expérience. La plus évidente consiste à protéger la tête et donc à concevoir des casques qui absorberont mieux les chocs. Mais cela peut aussi servir aux pilotes d'avions de chasse quand ils utilisent leur siège éjectable. Très souvent, les pilotes de chasse se blessent grièvement à la colonne vertébrale lorsqu'ils s'éjectent de l'avion. Il leur arrive même de ne plus pouvoir voler. Or, la formation d'un pilote coûte très cher. C'est pourquoi la Royal Air Force s'intéresse de très près à Deraman. Ce que nous voulons faire, c'est utiliser la technologie de Deraman pour fabriquer une colonne vertébrale artificielle avec les mêmes propriétés qu'une colonne vertébrale humaine. En faisant des tests, on pourra comprendre comment se font les fractures de la colonne lors de l'éjection. En modifiant les sièges éjectables, nous voulons minimiser le nombre d'accidents, les effets secondaires, et donc faire en sorte que les pilotes puissent voler plus longtemps. Il y a encore d'autres applications militaires. On a fait beaucoup de recherches sur les gilets pare-balles. Certes, on arrive à stopper une balle avec un gilet, mais la force, l'énergie de la balle est toujours là. Il y a donc une onde de choc qui traverse le corps. Si on arrive à comprendre ce mécanisme, on pourra alors minimiser l'onde de choc. Essayer de l'absorber en fabriquant un nouveau type de protection individuelle, plus léger, plus souple et donc moins cher. Les ondes de choc provoquent de graves lésions internes chez les boxeurs. Il sera possible, grâce à Sandy Bell, de fabriquer des gants qui minimiseront leur impact sur le cerveau. Dans tous les autres sports de contact, les joueurs pourront aussi bénéficier de protections mieux adaptées. Les retombées commerciales s'annoncent très juteuses dans le milieu sportif, mais cette recherche devrait aussi toucher Monsieur Tout-le-Monde. Il y a d'autres applications tout aussi évidentes, dans le secteur automobile par exemple. Jusqu'à présent, les études sur les effets d'un accident sur le corps humain ont été relativement grossières. Mais on pourrait étudier de plus près tous les traumatismes internes subis par le corps. Si on démonte ce mécanisme, on pourra alors construire des sièges et des tableaux de bord qui absorberont mieux les chocs.
Sandy Bell travaille sur des secrets défense, mais pour elle, la recherche ne doit pas s'arrêter aux portes du laboratoire. Grâce à la science, elle rêve de construire pour son fils le meilleur des mondes. You ready? Yeah.